on ne peut pas, dans l'espace d'une formation ou d'une conférence d'une demi-heure, trois quarts d'heure, penser avoir fait le tour des questions autochtones. Plus on en sait, plus on sait qu'on sait finalement que très peu de choses. Alors, après même une vie et des années à se consacrer aux questions autochtones, on finit toujours par se dire, bon, on mesure l'ampleur de tout ce qui pourrait être su au sujet des questions autochtones. N'empêche, je pense qu'aujourd'hui, on peut essayer au moins de faire un petit tour d'horizon d'un certain nombre d'éléments plus essentiels. Alors, si vous permettez, je partagerai mon écran. Alors, je suppose que en Ça faisant devrait ceci, être possible, ouais. voilà. Alors, On le voit euh, très bien. ça va parfait, génial. Merci beaucoup. Alors, bien évidemment, survoler la diversité de ces réalités-là, puis si je vais vraiment insister là-dessus, c'est cette vaste diversité de réalités, bien sûr, politiques, sociales, culturelles, historiques des peuples autochtones au pays. J'invite systématiquement les gens à se méfier de, je veux dire, de singulariser la culture autochtone. En parlant de la culture autochtone, évidemment, ça n'existe pas. C'est un exemple que je donne souvent, mais celui de par exemple, parfois on entend la culture africaine. Alors, la culture africaine, c'est 54 pays, sont milliards de personnes et c'est 2000 langues. On ne peut pas la réduire à une seule culture. Il en va exactement de même pour les peuples autochtones avec donc une vaste diversité de réalités. Je pense qu'on ne peut pas non plus aborder les questions autochtones contemporaines sans faire à tout le moins juste un petit retour sur certains éléments qui me semblent donner un éclairage différent sur ce que sont les enjeux que l'on rencontre aujourd'hui dans une volonté de réconciliation. Aujourd'hui, bien sûr, on va également parler dans le cadre du défi 50-30, je pense que c'est très clairement indiqué de parler des enjeux, des opportunités de l'inclusion de la main-d'œuvre autochtone. Et je pense que c'est un sujet qui est, vous le savez probablement, sur toutes les lèvres, que la crise de la main-d'œuvre de manière générale. Et on voit très bien avec une population autochtone qui est très jeune à l'échelle du pays. À simple titre d'exemple, de très nombreuses communautés autochtones au Canada ont plus de la moitié de leur population qui ont moins de 18 ans. 50 de la population des communautés a moins de 18 ans. Alors, une population extrêmement jeune qui peut très certainement venir à répondre aux besoins de main-d'œuvre en région, bien sûr, mais aussi en milieu urbain. On soulèvera tout à l'heure un certain nombre d'obstacles systémiques qui peuvent se poser là, sur le chemin de ces Premières Nations ou Inuits là, qui cherchent à intégrer le marché de l'emploi. Je vais également aborder les différentes formations que l'on peut retrouver sur le site et la plateforme de l'Institut Ashukan et bien sûr, échanger avec vous dans la dernière heure, trois quarts d'heure que nous aurons aujourd'hui. Alors, pour peut-être simplement placer la carte, placer la table. Vous avez à l'écran une carte ici de la grande aire culturelle des peuples autochtones en Amérique du Nord. Alors, plus particulièrement, ce sont bien sûr des familles de langues. Donc, chacune de ces couleurs représente une famille de langues, un peu comme l'indo-européen va regrouper le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol, le romanche, le portugais, la plupart des langues, la grande majorité des langues en Europe appartiennent toutes à une même grande famille de langues. Alors, vous voyez comment est-ce qu'une famille de langues peut inclure de très nombreuses langues. Dans l'est du pays, on voit trois grandes familles de langues avec les langues Inuktitut au nord, dont l'Inuktitut. Il y a plusieurs variations dialectales parmi les langues inuits. Je vais revenir tout à l'heure sur les questions inuits parce que ça génère une petite confusion. Là, en parlant de terminologie, ça va nous permettre de clarifier cette situation-là. Avec en couleur beige, ce sont donc la grande famille algique ou algonquienne qui va regrouper la majorité des nations que l'on connaît du côté de l'Est du Canada, là, avec à partir des Maritimes, le Québec, l'Ontario, le Manitoba, une partie de la Saskatchewan et peut-être même de l'Alberta.
qui vont inclure les nations. Je vais quand même en parler brièvement tout à l'heure. Et la famille des langues Haudenosaunee, qu'on appelle aussi les langues iroquoiennes. Plus au sud, dont au Québec font partie notamment la nation Wendat et la nation Kanien'kehá:ka-Mohawk. Alors, à l'échelle du pays, ce sont 650 quelques communautés autochtones réparties très vastement dans le territoire. Rappelons quand même qu'une communauté sur 3 au pays n'est pas encore reliée par le réseau routier et peut-être ne le sera jamais, bien sûr, parce qu'elles sont localisées dans des régions parfois extrêmement éloignées. Parfois, elles sont liées par le réseau routier, mais par des chemins de gravier là, qui supposent là, que nous fassions 1, 2, voire 3 heures de route pour nous y rendre. Donc, certaines communautés très éloignées. Rappelons aussi que dans la majorité des cas, ces communautés n'existaient pas jusqu'à la moitié des années 1800. Alors, dans la majorité des cas, là, il s'agit de communautés, de lieux où les populations autochtones ont été invitées, voire souvent forcées, en fait, à se sédentariser. Mais reste qu'aujourd'hui, ce sont ces lieux-là qui sont généralement soit des territoires dits de réserve ou des villages nordiques. On reviendra tout à l'heure sur la terminologie parce que ça va nous permettre un peu de comprendre la diversité de réalités qui existe là, à l'échelle du pays. Alors, 11 nations au Québec. Vous les connaissez très certainement. Là, vous en avez entendu parler. Vous avez les Inuits, Naskapi, les Cris, Iyu, les Inuits, qui ne sont pas des Inuits. Les Inuits étaient appelés par les Jésuites les Montagnais. Alors, les Inuits se sont réappropriés leur nom, comme plusieurs autres nations d'ailleurs. Un peu comme les Inuits ont pu longtemps être désignés sous le vocable Esquimau, qui n'était pas un terme même Inuit. Mais plus possiblement Cri. Donc, beaucoup de nations se sont réappropriées le nom de leur propre nation dans leur langue maternelle. Alors, c'est le cas donc des Inuits. Pareil pour les Anishinabés, qui étaient souvent identifiés sous le vocable algonquin. Mais les Anishinabés sont donc une nation qu'on trouve principalement dans l'est de la province, mais qui se retrouve au-delà des frontières, comme c'est le cas d'ailleurs de la plupart des nations situées au Québec. Vous avez des nations dont on retrouve des communautés sœurs dans des provinces avoisinantes ou même carrément aux États-Unis. La sécurité culturelle est l'idée de, puis juste faire une petite parenthèse, moi personnellement, je préfère parler de sécurité culturelle que de sécurisation culturelle. Alors, puis là, pour le bénéfice de la personne qui fait la traduction en langage des signes, je vais essayer d'être plus clair parce que justement, alors l'idée de sécurité culturelle, c'est d'offrir on va dire, un milieu où la personne va ressentir une sorte de sécurité personnelle et culturelle, c'est-à-dire qu'elle peut être elle-même dans les distinctions qui sont les siennes en termes linguistiques, en termes culturels, en termes de valeurs, de vision du monde. Et la sécurisation culturelle, peut-être l'élément dont je me méfie à l'intérieur de cette idée-là, c'est que dans l'idée de la sécurisation, c'est que c'est l'action de sécuriser quelqu'un. Alors que, dans le fond, des fois, j'ai l'impression que ça sonne un petit peu, viens-t'en, mon petit pet, je vais te sécuriser. Il ne s'agit pas tant d'aller sécuriser une personne que d'offrir un milieu sécuritaire. Et qui va l'être, bien sûr, pour les Premières Nations et les Inuits, mais qui, à la limite, devrait l'être pour tout le monde dans tout ce que nous sommes de diversité à l'intérieur de cette société. Puis c'est dans ce sens-là, parfois, je pense qu'à mon avis, ce qu'amènent les enjeux autochtones, ça va se faire au bénéfice de tout le monde. Et pas qu'uniquement auprès des Premières Nations et Inuits. On dit également que la sécurité culturelle
On ne peut pas, de l'intérieur de l'organisation, déclarer que nous avons atteint cet état de sécurité culturelle. Les seules personnes qui peuvent, si on veut nous donner une rétroaction par rapport au fait que nous offrons ou pas une sécurité culturelle à notre clientèle, je vais les appeler comme ça, là, aux individus qui viennent à notre rencontre, recevoir nos services, ce sont eux, il y a que ces personnes-là qui peuvent réellement être en mesure de nous dire si nous avons réussi ce processus, et ça ne se fait pas sur un coin de table, là, ce processus par lequel donc on offrirait un milieu culturellement sécuritaire.